Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée à la une. Corruption et raquettes lors des contrôles routiers. Les plaintes des usagers sont de plus en plus nombreuses, ce qui dérange au plus haut sommet de l'État. Et la trouvaille au ministère de la Sécurité, la mise sur pied d'une police des polices. Installée hier, sa mission, superviser les forces de l'ordre qui exercent sur les différents axes routiers du pays et veiller à la sécurité des voyageurs et de leurs biens. À suivre également dans cette édition à la veille du 11 septembre, une date au goût amer pour les Américains. 15 ans après les attentats du World Trade Center à New York et plus de 5 ans après la mort d'Oussama Ben Laden, le cerveau de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts. Que devient la nébuleuse Al-Qaïda? Voilà pour le sommaire de ce 13h. Bienvenue au journal. Une police des polices. Le ministère de la Sécurité en dispose désormais. Sa mission, contrôler les actions des policiers et gendarmes déployés sur les voies publiques installées par le ministre Simo Compaoré hier vendredi. Cette structure en charge du contrôle des services de sécurité devrait mettre fin aux raquettes et veiller à la sécurité des voyageurs et de leurs biens. Mokhtar Ouedraogo, Mounirakiri. Ils sont au nombre de 40, ils composent la police des polices. Désormais, ils ont pour mission de contrôler les prestations de la sécurité sur les différents axes du Burkina. Quelquefois, nous entendons beaucoup de plaintes s'élever par rapport à la corruption, les raquettes, etc. Bon, cette structure qui a été mise en place va travailler à réduire à sa portion congrue tout ce qui est appelé phénomène de raquettes. Il y a une certaine façon de faire, conscientiser les éléments qui sont sur les voies. On sait que souvent il y a la fatigue et ils doivent mieux s'organiser pour faire en sorte que, en dépit de la fatigue, le travail soit bien fait. Si le travail est bien fait, ça sécurise et eux et le restant de la population. La police des polices a aussi pour rôle de veiller non seulement sur la sécurité des voyageurs et des marchandises, mais aussi sur la quiétude des populations. Cette structure permet de découvrir des armes qui rentrent chez nous, de découvrir des individus peu recommandables qui rentrent chez nous ou des produits prohibés qui rentrent chez nous. Pour faciliter leur mobilité sur le terrain, la police des polices a reçu une dotation de 5 véhicules. On met le cap sur Koudougou pour parler renforcement de capacité des membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'initiative est de la CENI avec l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. 5 jours de formation pour permettre aux nouveaux commissaires de l'institution de maîtriser les principes de base de l'administration électorale, le cadre légal du processus électoral, les litiges nés des élections et les mécanismes de résolution de ces crises. Bouma Ernest Nébier. Les membres de la CENI dotés de connaissances en bridge, une formation qui est une introduction à l'administration électorale. Organisée par la CENI en collaboration avec le PNUD, cette session de formation a permis au personnel et aux nouveaux commissaires de cette institution électorale de maîtriser les principes de base de l'administration électorale, l'ensemble des règles qui régissent le processus électoral et les différents mécanismes pour résoudre les litiges qui peuvent être nés au cours d'une élection. Cette formation était très utile, d'abord parce que, comme vous le savez, il y a eu un renouvellement récemment de la CENI. Pour une nouvelle équipe, il était important que l'on puisse passer en revue ces aspects qui introduisent l'ensemble des commissaires. Les différents mécanismes concernant le vote des Burkinabés résidant à l'extérieur ont été enseignés aux participants. C'est un mécanisme nouveau. Jusqu'à présent, les Burkinabés de l'extérieur n'avaient pas voté. Il fallait donc capaciter les nouveaux commissaires et le personnel lui-même pour qu'ils puissent donc faire face avec beaucoup plus de pertinence à cet enjeu. Sur cette préoccupation, le PNUD rassure la CENI de son soutien. Serait de tracer encore le chemin pour voir ce qu'il faut pour préparer ce vote de Burkinabé à l'étranger avec tout ce qui doit accompagner en termes de logistique. Les doléances majeures des participants à l'endroit des organisateurs de cette formation ont été la pérennisation de ce genre de formation et le renforcement des capacités des membres de la CENI avec d'autres modules.
On vous apprend que le 17e congrès de l'Association des loteries d'Afrique se tiendra fin septembre au Maroc. En prélude à cet événement, les directeurs généraux de l'association se sont réunis ici hier à Ouagadougou pour faire le point des préparatifs, mais également les difficultés que rencontre l'association dans son fonctionnement et sa contribution au développement des pays membres. Plus de précisions avec Issaka Ouedraogo et Mounira Kiri. Les 12 pays qui composent l'Association des loteries d'Afrique ALA sont représentés à cette rencontre de Ouagadougou. Une réunion qui prépare le 17e congrès de la dite association prévu se tenir à Casablanca du 27 au 29 septembre prochain sous le thème « Les enjeux de la transformation ». Tous les 2 ans, nous nous retrouvons en congrès pour voir un peu faire le bilan de nos activités durant ces 2 années-là et puis dresser notre programme d'activité pour les 2 ans à venir et éventuellement changer le bureau ou renouveler le bureau de l'association. Cette session doit permettre aux participants d'examiner les difficultés de l'association, son fonctionnement et sa contribution au développement socio-économique des pays membres. En réalité, l'association des loteries d'État, maintenant, c'est devenu l'association des loteries d'Afrique, puisque simplement, parmi nous, il y a des sociétés de loterie qui ne sont pas des sociétés d'État, mais qui sont des sociétés privées et qui sont dans le même cadre d'activité. Nous avons estimé qu'il ne fallait pas les exclure. Unir les loteries africaines et créer entre elles des solides liens d'entente, de solidarité et de compréhension, tel est l'objectif majeur de l'Association des loteries d'Afrique, créée il y a de cela 3 décennies. Suite du journal dans la région de la boucle du Mouhoun pour ce constat des bâtiments de la période coloniale construits vers 1910 lors du transfert du cercle de la Volta occidentale supérieure de Kouri à Dédougou ont pu résister au temps et certains de ces vestiges servent actuellement de locaux à l'administration publique. Plus d'un siècle après qu'il eut cru. Aïcha Dianda, reportage. Des bâtiments séculaires, il en existe dans la ville de Dédougou. Et ces vestiges font la particularité de l'avenue qui mène du rond-point Nazi Boni à la mairie de Dédougou. Ces monuments témoignent de l'implantation du colon dans la cité de Bakoui. Du rond-point Nazi Boni à la mairie, vous rencontrez un carrefour, une rue qui quitte le trésor pour monter vers la prison civile. À partir de là, en partant, on peut situer les premiers bâtiments administratifs du siècle du Dougou qui datent de 1910. À droite, c'était les logements des Européens. Ensuite, à gauche, vous avez les services, la santé, ensuite la tripano, et le logement de directeur, l'école primaire. On avait installé les Européens sur les collines parce que le colon aimait se placer en hauteur pour voir venir, je peux dire, les assaillants. Le site actuel de la mairie était la résidence du commandant de cercle. Mais malgré les intempéries et les matériaux de l'époque, certains de ces bâtiments ont résisté avec le temps. Bon, ces bâtiments-là, 1910, 2016, le nombre d'années que ça fait plus de 100 ans. Il y a des bâtiments qui sont encore plus solides que nos bâtiments qu'on a construits après l'indépendance. Ce que je peux souhaiter, c'est que le peu qui reste là, si on peut conserver. Le chef-lieu du cercle de la Volta occidentale supérieure a été pour un moment donné Kouri, un village situé non loin de Dédougou au bord du fleuve Mouhoun. Mais pour des raisons d'insalubrité dues à l'humidité et à la maladie du sommeil, parce que Kouri longe le fleuve Mouhoun, cet endroit est abandonné au profit du village de Dédougou. En 1909, une délégation du cercle de Kouri conduite par le commandant du cercle et son adjoint et le docteur sont venus faire des recherches dans les régions de Passakongo, Massala, Dédougou pour trouver un site pour une nouvelle résidence de commandant du cercle et pour les bâtiments de services administratifs. À cette occasion, Dédougou a été retenu.
Certains de ces bâtiments coloniaux sont en état de ruine, mais d'autres ont été réhabilités pour les services de l'administration publique. Il s'avère important de réhabiliter tous les bâtiments coloniaux témoins de l'histoire de Dédougou. Aïcha Dianda, on reste toujours dans la cité de Bankoui où le cercle d'activités littéraires et artistiques Jacques Prosper Bazier a organisé depuis le 25 août un atelier d'écriture de romans au profit des étudiants et des lycéens. 2 semaines après, plusieurs modules ont été dispensés au profit de la quarantaine de participants. Le compte rendu de Julien Bayala et Karim Ouedraogo. Ils étaient au nombre de 48. Les participants de cet atelier organisé par le Cercle d'activités littéraires et artistiques Jacques Prosper Bazier ici à Dédougou. Durant 2 semaines, lycéens et étudiants ont été initiés à l'écriture d'un roman à travers des cours théoriques et pratiques. Cet atelier, qui vise à créer une élite littéraire au Burkina Faso, a été une réussite dans son ensemble. La formation a été divisée donc en 2 volets. Dans un premier temps, il y a eu des modules autour de thèmes tels que le personnage principal dans un roman, les personnages secondaires, le fond et la forme d'un roman. À partir de la 2e semaine, les participants ont ensemble écrit un roman. Des initiatives de ce genre sont nécessaires pour toujours inciter les gens à la lecture du roman, à la production des œuvres littéraires. Ainsi, les écrivains et les autres personnalités présentes à cette cérémonie de clôture ont apprécié l'initiative. Les participants, quant à eux, se disent satisfaits à l'issue de cet atelier où ils ont pu produire ensemble un roman intitulé « Le soleil de l'Azouan ». J'avais beaucoup de problèmes pour le fond et la forme, mais avec ces 2 semaines de formation, en tout cas, toutes ces inquiétudes ont été levées. Avec un peu de détermination, je pourrais quand même être un romancier, s'il plaît à Dieu, d'ici quelques années. Les 48 participants ont reçu chacun une attestation et rendez-vous est donné pour l'année prochaine. L'actualité internationale nous conduit au Gabon. C'est une nouvelle étape de la contestation électorale qui s'annonce après la présidentielle et la réélection du président sortant Ali Bongo. Son rival Jean Ping a finalement déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour demander le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué et Jean Ping d'ajouter que les 9 juges de la Cour constitutionnelle sont maintenant face à un choix, la stabilité ou l'instabilité du Gabon. Suivant. Au Gabon, Jean Ping prévient que le pays pourrait connaître une instabilité durable et profonde. L'opposant a saisi la Cour constitutionnelle pour contester le résultat officiel provisoire de la présidentielle du 27 août, une élection qu'il a perdue au profit du président sortant Ali Bongo avec seulement 5000 voix de retard. Si par extraordinaire, le peuple gabonais venait à ne pas se reconnaître dans la décision qui sera rendue par la Cour constitutionnelle, je me tiendrai à ses côtés, aux côtés du peuple, pour exiger le respect de l'article 9 de la Constitution. Jean Ping demande un nouveau décompte des voix dans une province où Ali Bongo a obtenu 95% des suffrages avec une participation de presque 100%. Le recours qu'il a déposé doit apporter des preuves de fraude. Le président sortant, quant à lui, dit ne pas craindre la Cour constitutionnelle qui doit rendre son verdict d'ici 15 jours. Moi, j'ai déjà indiqué là-dessus que je suis un démocrate et que je suis pour que nous allions devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va décider, confirmer mon élection et c'est ce que j'attends. Le Gabon vit dans un calme tendu depuis une éruption de violence meurtrière qui a suivi l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Des émeutes post-électorales auraient fait 3 morts, un bilan contesté par l'opposition qui évoque plusieurs dizaines de décès. Et puis aux États-Unis, l'on célèbre demain un triste anniversaire, 15 ans après les attentats du World Trade Center à New York, attentat dirigé par Osama Ben Laden. Que devient Al-Qaïda après sa mort, le cerveau des attentats du 11 septembre qui ont fait près de 3000 morts? 15 ans après les attentats du World Trade Center à New York et plus de 5 ans après la mort d'Oussama Ben Laden, qu'est devenu Al-Qaïda. Le cerveau des attentats du 11 septembre,
avait été tué par un raid mené par les forces spéciales américaines à Abbottabad au Pakistan. Depuis, l'organisation a-t-elle complètement disparu dans la nébuleuse terroriste? L'ancien ambassadeur de l'Irak auprès de la Ligue arabe, Kaïs al-Azawi. Bien sûr qu'Al-Qaïda existe toujours. Son chef est Ayman al-Zawahiri, le successeur d'Oussama Ben Laden, et son vice-président Ahmed Abou El-Khair. Cette organisation se trouve près de la frontière pakistano-afghane. Elle est toujours en contact avec les autres branches de cette organisation terroriste, qui elles-mêmes sont installées en Arabie Saoudite, dans les pays du Maghreb, en Afrique ou encore au Yémen. Fondé en 1987 par Abdullah Azzam et son élève le saoudien Oussama Ben Laden lors de la première guerre d'Afghanistan, Al-Qaïda, l'organisation terroriste islamiste, a commencé à apparaître médiatiquement en 1998, quand elle a été pointée du doigt après les attentats contre les ambassades américaines à Nairobi au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie, tuant plus de 300 personnes. Ensuite, Al-Qaïda a revendiqué toute une série d'attentats à Casablanca, à Madrid en 2004 et à Londres en 2005. En 2015, l'attentat de Charlie Hebdo à Paris a fini par être revendiqué par Al-Qaïda au Yémen. Mais quid du noyau dur? Il faut dire qu'après les attentats du 11 septembre, les États-Unis, soutenus par d'autres pays, ont mené des ripostes violentes en Afghanistan. L'objectif était double, exterminer Al-Qaïda et traquer les talibans. Finalement privé de Ben Laden, en proie à des divisions, Al-Qaïda a été dépassé. L'ennemi principal d'Al-Qaïda aujourd'hui est Daesh, car Daesh s'est révolté contre Al-Qaïda. Mais il faut savoir que toutes ces organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda, Daesh, Al-Nosra, Boko Haram, y compris le chef de Daesh, El-Baghdadi, tous sont guidés par les règles dictées par Oussama Ben Laden. Ces organisations peuvent être en désaccord avec Ayman al-Zawahiri, mais restent fidèles au père spirituel Oussama Ben Laden. À ce jour, le leader actuel d'Al-Qaïda, ancien bras droit de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, a du mal à se faire entendre. Ses appels à l'unité restent sans réponse et ses critiques contre Daesh sont presque ignorées. La plupart des organisations terroristes qui prêtaient allégeance à Al-Qaïda se sont fondues dans Daesh ou sont devenues plus indépendantes et mènent leurs actions uniquement sur ordre de chefs locaux. Toujours dans l'actualité internationale, au Bangladesh, une incendie d'usine a fait au moins 15 morts et 70 blessés ce samedi. Le feu s'est déclenché vers 6 h du matin alors qu'une centaine d'ouvriers y travaillaient. Au Bangladesh, au moins 15 personnes tuées et 70 autres blessés ce samedi dans un énorme incendie provoqué par l'explosion d'une chaudière dans cette usine d'emballage. Une centaine d'ouvriers travaillaient sur place au moment de la déflagration. Et la police craint que des victimes soient toujours piégées à l'intérieur du bâtiment de 4 étages. L'usine qui fabrique des emballages plastiques pour les produits alimentaires et des serpentins anti-moustiques se trouve à Tongi, une ville industrielle située à quelques kilomètres au nord de la capitale Dhaka. L'incendie, toujours pas maîtrisé, se serait rapidement propagé à cause de produits chimiques entreposés au rez-de-chaussée d'après les pompiers. Dans ce pays, deuxième exportateur de produits textiles au monde après la Chine, les accidents et les incendies de ce type se répètent, faute de normes de sécurité correctement respectées. En avril 2013, 1100 personnes avaient perdu la vie lors de l'effondrement du Rana Plaza de Savar, un complexe textile situé dans un faubourg de Dhaka. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la RTV.